L'échiquier international, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dans le Haut-Karabakh que nous allons faire escale ce soir. Le Karabakh, ce mot d'origine, signifie littéralement jardin noir, peut-être un clin d'œil du destin en vue de l'histoire tumultueuse de cette région d'Asie centrale. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, cette région montagneuse aura connu des enjeux de domination des grands empires du passé et du présent. Son destin moderne sera scellé au moment où la guerre froide décidera que l'enclave se retrouvera prise au étau d'un bras de fer sans merci entre Moscou et Washington. Et en moins de 30 ans, la région aura connu deux guerres excessivement violentes durant lesquelles l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés. Ce conflit fait couler beaucoup d'encre, ce n'est pas pour rien. Il réunit tous les ingrédients d'une situation kafkaïenne, à savoir la dimension ethnique, religieuse et territoriale et les intérêts des grandes puissances internationales et régionales. L'imbroglio du Karabakh, une question aux multiples ramifications, est notre thème ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Michel Fayad, analyste en géopolitique et finance. Bonsoir Michel. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de Gamel Abina, expert des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina, merci pour l'invitation. Et c'est avec vous que je commence Gamel. Gamel, toutefois possible, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce conflit, comme je le disais, semble kafkaïen quand même? Oui, kafkaïen pour plus d'un titre. D'abord parce que c'est le conflit de l'après-guerre froide de 91. C'est quand l'Union soviétique va littéralement exploser, que des revendications régionales vont s'inscrire de plus en plus fortement, qu'elles soient d'ailleurs régionales, ethnico-religieuses ou tout simplement des revendications très anciennes liées aux anciens empires. Donc effectivement, la région va être théâtre de plusieurs guerres, dont une qui s'arrêtera en 94 avec la défaite de l'Azerbaïdjan. Une guerre qui opposera effectivement l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Le haut plateau ce fameux Nagorno-Karabakh, qui est un haut plateau qui se trouve en Azerbaïdjan, qui a toujours été occupé par les Arméniens d'ailleurs, est une zone de discorde. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait homogénéiser son État, parce qu'à ce moment-là, il y a eu effectivement des revendications territoriales, et surtout parce qu'il y a une confrontation non seulement ethnique, mais aussi effectivement religieuse. Ça a été dit, je pense, que le Karabakh était essentiellement constitué d'Arméniens, avec une enclave, donc, avec tout autour des Azéris qui sont d'obédience musulmane, chiite pour l'essentiel. Donc tout cela a commencé comme ça, par des confrontations liées à la chute de l'Union soviétique. Il faut se souvenir que ce qui garantissait à la belle époque, c'est les soviets, qui ne reconnaissaient aucune entité religieuse ou ethnique, qui s'inscrivaient juste dans le débat d'un combat soviétique, et qu'une fois que l'Union soviétique s'est effondrée, effectivement, plusieurs régions, pas seulement celle-ci, mais d'autres se sont affrontées. Alors ce qui se passe dans le Karabakh, c'est qu'en plus, c'est une sorte de nœud comme ça entre différents blocs grands empires. Il y a l'Empire ottoman, ex-empire ottoman, il y a l'Empire russe évidemment, il y a aussi du côté de l'ex-empire perse qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Donc trois grands empires qui s'affrontent sur un terrain très étroit qu'on appelle la zone caucasienne pour le coup. Et cet affrontement oppose aujourd'hui littéralement d'un côté les Arméniens soutenus par la Russie, ça on le savait, mais surtout par l'Iran, ce qui est une surprise d'ailleurs, ça peut s'expliquer. Et de l'autre côté les Turcs qui soutiennent évidemment le pouvoir qui est opposé à Yerevan, donc le pouvoir de Bakou, le pouvoir de l'Azerbaïdjan, des Azéris. Donc l'opposition est assez étonnante. Alors pourquoi est-ce que les Iraniens soutiennent les Arméniens? Simplement parce qu'ils ont peur que leur minorité azérie qui vit en Iran ait ce type de revendication et qu'ils ne veulent surtout pas les soutenir, sachant en plus que l'Arménie est soutenue par Israël. Donc il y a un imbroglio de soutiens internationaux, d'alliances et mésalliances avec des Russes et des Turcs qui se parlent et qui eux réussissent à se mettre d'accord pour faire en sorte qu'il y ait un statu quo. Très bien, Michel. À la lumière de ce que vient de nous dire Gamel, est-ce que vous pouvez, et qu'il a déjà commencé à donner les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous replacer dans le contexte géopolitique de ce conflit? Oui, comme en fait le disait Gamal, ce conflit se situe vraiment au cœur du Caucase et au milieu de la Turquie, de l'Iran, de la Russie, et chacun veut contrôler cette région. Donc il y a le Haut-Karabakh, on en a parlé ces dernières semaines et on en parle depuis des années. Et il y a également, il est revenu en fait en première ligne hier, le fameux corridor de Zangezur, qui est en fait à la frontière en fait entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, et qui est le corridor qui pourrait lier l'Azerbaïdjan à la Turquie.
Et donc, il y a énormément de batailles, non seulement donc au niveau du Haut-Karabakh, de Zangezur, mais aussi d'un lac qui s'appelle le lac de Van. Toutes ces puissances veulent contrôler cette région. Le but, effectivement, il y a des buts ethniques et des buts religieux. Donc, du point de vue turc et azéri, ils veulent en fait éliminer la présence chrétienne et arménienne de la région. Il faut quand même dire que l'Arménie, le royaume d'Arménie existait 3 siècles avant Jésus-Christ et il n'y avait ni à cette époque ni Azerbaïdjan ni Turquie, donc toutes ces régions étaient arméniennes. Puis ensuite, quand il y a eu le christianisme, donc l'Arménie était chrétienne. Et puis ensuite sont apparus donc l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'islam, etc. Et en fait, l'Arménie estime que le Haut-Karabakh est arménien, estime également que le Zangezur est arménien, le lac de Van également. Le problème, c'est que durant l'histoire, les Azéris ont conquis ces territoires. Donc, en fait, pendant près de 100 ans, jusqu'à ce que les Arméniens reprennent le contrôle de cette région, donc au début des années 90, les Azéris ont contrôlé le Haut-Karabakh. Et pour eux, donc, il est essentiel donc, de rallier la Turquie, avec laquelle, je rappelle, ils disent qu'ils ne forment qu'une seule nation, même s'ils sont 2 États. Et comme disait Gamal, au milieu, il y a également tout cet Azerbaïdjan qui fait aujourd'hui partie de l'Iran, qui représente 1/3 de la population iranienne, et donc pèse énormément en termes démographiques dans le pays. Et en fait, représente même à peu près les 2/3 également de la superficie de l'Azerbaïdjan, si on comptait l'Azerbaïdjan iranien comme étant comme un État. Donc, il y a un risque territorial sur l'Iran comme il en existe sur l'Arménie, donc ça rapproche Arméniens et Iraniens. Et puis quand même également au travers de l'histoire, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont formé un tout parce que vous savez, les dynasties qui ont régné sur l'Iran, à part la dernière, les Pahlavis, qui avaient fait un coup d'État pour prendre le contrôle de l'Iran, et toutes les dynasties qui ont régné sur l'Iran étaient des dynasties azéries. Donc il y a également donc, tout cet aspect vraiment compliqué, et ethnique, historique, religieux et linguistique et culturel qui pèse dans cette région avec toutes ses implications géopolitiques et énergétiques. Très bien, Gamel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que finalement ce conflit est un abcès sécuritaire dans la région, mais surtout quel a été le rôle des grandes puissances dans la construction de ce qui semble être aujourd'hui un imbroglio sans fin ? Je ne sais pas si les grandes puissances ont eu un rôle très important parce qu'ils ont juste eu à pousser un tout petit peu, comme en Yougoslavie, les divisions sur la base de problématiques religieuses, ethniques et simplement géographiques, parce qu'on parle beaucoup de géographie dans cette région. On dit toujours que cette zone est stratégique, mais toutes les zones dans le monde sont stratégiques. Là, c'est éminemment stratégique parce que c'est un croisement d'empires. Donc, il y a d'un côté l'Occident qui a voulu soutenir l'Arménie, avec d'ailleurs en France un grand lobby arménien qui a poussé le gouvernement français, par exemple, à parler de génocide arménien en Turquie. Donc, c'était une loi qui est sortie, ce qui a radicalisé la position turque. De l'autre côté, vous avez des Azéris qui ont un problème avec l'Iran, on vient de le dire, mais surtout qui ont à cœur de revenir avec un peu ce pan-turquisme. Il ne faut jamais oublier que finalement, tout ça, c'est l'Empire ottoman démembré après la Première Guerre mondiale qui ressurgit. Avec la mort de l'Empire soviétique, et bien ces revendications se sont accrues. Et l'Occident a à cœur et a l'habitude d'appuyer un petit peu sur ce qui fait mal, de relancer les velléités régionalistes et surtout de garantir la division pour mieux régner. Donc là, la région est importante. Pourquoi ? Parce que d'un côté, l'Occident est plutôt favorable, plutôt favorable en 90 aux Arméniens. Aujourd'hui, il semble vraiment plutôt en réserve, surtout que l'Iran du Nord veut que la Russie soutienne l'Arménie. Quelle ironie, cette même Russie qu'on condamne d'ailleurs du côté de ce qui se passe en Ukraine évidemment, ou alors ce qui s'est passé à l'époque par rapport à l'Ossétie du Nord. Donc la Russie aujourd'hui est du bon côté du point de vue occidental, mais en même temps, l'Azerbaïdjan est essentiel parce que c'est une immense réserve de gaz et pétrole, ce qui explique d'ailleurs la victoire de l'Azerbaïdjan, parce qu'avec ce gaz et ce pétrole, c'est une grande puissance régionale économique, et cette puissance économique a autorisé à ce qu'ils achètent ces fameux drones Baytar que les Russes leur ont donné très généreusement, moyennant finance, mais tout de même, pour garantir l'expansion de l'influence russe, parce que Erdogan reste un pan-turquisme, pas un pan-turquisme.
c'est plutôt, c'est plutôt le nostalgique de l'Empire ottoman. Il est dans une démarche pan-ottomane où il voudrait que tous les peuples de langue ottomane, de langue turque en l'occurrence, se réunissent sous la houlette de la Turquie. Donc la Turquie a vu les 5 régions soviétiques russes à l'époque musulmanes se rapprocher d'elle, et cette zone-là, effectivement, l'Azerbaïdjan est une zone essentielle pour la Turquie, parce que sur un plan géographique, il y a une continuité territoriale. Et là où il y a, effectivement, ça vient d'être dit par Michel, une question de corridor, on l'a vu, c'est ce qui a provoqué la Première Guerre mondiale, le corridor Danzig. Chaque fois qu'il y a un corridor, il y a nécessairement derrière une guerre qui se déclenche. Il y a le corridor de l'Apché, par exemple, pour garantir l'approvisionnement du Haut-Karabakh et de Stepanakert par l'Arménie, et il y a ce corridor qui relie l'Est et l'Ouest. Donc tous ces corridors-là sont des zones de tension qui, forcément, au bout d'un moment, finissent par créer des conflits ouverts. Très bien. Gamel, justement, vous avez commencé à en parler. On a, comme dans chaque conflit où il y a des intérêts économiques et géopolitiques, le monde se scinde en deux. Sauf que cette fois-ci, l'Occident, qui d'habitude se soucie énormément des questions des droits de l'homme, des questions, on va dire, des questions de la démocratie, semble un peu timide. Un commentaire ? Simplement que c'est une question d'intérêt. L'occidental n'a pas de principe de droit de l'homme. Ça, c'est une plaisanterie. Ça, c'est l'autorisation de civiliser les barbares ou les peuples non civilisés. C'est une façon de justifier leurs actions. Par contre, quand il y a un intérêt financier, comme on voit avec l'Arabie, par exemple, ou on le voit avec l'Azerbaïdjan, qui est très très bien reçu en France d'ailleurs, on se rend bien compte qu'en face, même s'il y a des principes soi-disant de communauté de destin avec cet État chrétien, puisque c'est un des premiers États chrétiens de la région, on préfère mettre de côté l'histoire de la chrétienté au profit des intérêts pétroliers et gaziers. Puis comme en plus aujourd'hui, il y a un criant besoin de gaz avec l'hiver qui s'annonce, ils vont certainement pas s'engager du côté de l'Arménie au détriment de l'Azerbaïdjan, sachant que la Turquie restera, et déjà depuis la reprise du conflit en 2000 et 2022, le grand vainqueur. C'est la Turquie qui a littéralement mené la bataille. On dit beaucoup que ce sont les combattants azéris, mais c'est ces mêmes combattants qui ont été défaits il y a 29 ans, pour être précis. Donc l'Occident s'intéresse d'abord à une chose, non pas aux droits de l'homme, ça c'est une plaisanterie, mais d'abord à ses intérêts économiques et ses intérêts géostratégiques. Michel, j'aimerais aussi votre avis sur cette question-là. Timide réaction de l'Occident de façon générale face à ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh. Oui, je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste préciser une chose par rapport à ce que Gamal a dit. C'est que lors de la dernière guerre en 2020, les Turcs ont même fourni à l'Azerbaïdjan des mercenaires syriens pour aider les Azéris à remporter la bataille contre les Arméniens. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis aussi jouent un rôle extrêmement vicieux. Justement, un point avant de répondre à ma question. Quel est le rôle des États-Unis? On parle très peu du rôle des États-Unis, justement. Quel est le rôle des États-Unis dans ce conflit et dans sa genèse? Mais c'est ça, parce qu'en fait, historiquement, les États-Unis ont essayé de jouer un peu des deux côtés, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, donc de fait, les États-Unis doivent plutôt être côté turc, et surtout, vous savez que le gaz azéri est principalement produit par des sociétés comme ExxonMobil, Chevron, mais aussi BP, qui est une société britannique, mais qui est en réalité plutôt plus américaine que britannique aujourd'hui. Donc le pétrole, si vous voulez, azéri est contrôlé par les Américains. Mais ce qui s'est passé il y a quelques temps, et plus précisément il y a 2 semaines, montre qu'il y a un jeu vicieux de la part des Américains en Arménie même. Parce que, en fait, vous savez que le Premier ministre actuel arménien avait un peu, disons, fragilisé la position du président arménien de l'époque, jusqu'à provoquer en fait un changement constitutionnel pour affaiblir les prérogatives du président et renforcer celles du Premier ministre, sachant qu'il devenait lui-même Premier ministre, en accusant le président qu'il est mêlé à des affaires de corruption. Et par la suite, en fait, il s'est petit à petit rapproché des Américains. Il s'est rapproché à un tel point des Américains qu'il y a 2 semaines, l'Arménie et les États-Unis ont fait des exercices militaires conjoints. Et ça a irrité énormément les Russes. Or, les Russes, c'est vrai qu'il y a les Iraniens, comme disait Gamal, mais les Russes restent quand même les principaux alliés de l'Arménie, principalement au niveau de la défense, puisqu'il y a un traité qui lie les 2 pays. Et donc, aujourd'hui, la population arménienne manifeste depuis plus d'1 semaine, tous les jours, à Erevan, contre le Premier ministre, en disant que le Premier ministre, en fait, a trahi l'Arménie, a trahi les Arméniens du Haut-Karabakh,
en raison justement du fait qu'il a tourné un peu le dos à la Russie et qu'il s'est rapproché des États-Unis. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a un jeu assez vicieux de la part des Américains. D'ailleurs, les Américains se trouvent en ce moment même en Arménie. Ils ont en fait rencontré le Premier ministre. Ils sont là en fait depuis hier. Et ils ont déclaré que tout ceci, c'est-à-dire la défaite arménienne dans le Haut-Karabakh, montre que la Russie n'est pas un allié fiable. Mais en réalité, c'est le Premier ministre arménien qui s'est plus rapproché des Américains ces derniers temps et a tourné le dos à la Russie. Donc aujourd'hui, à cause des Américains, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se retrouvent au cœur de la guerre froide qui s'est ravivée au moment du conflit en Ukraine. Très bien. Gamel, je pense que la question doit être posée. Finalement, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pourquoi elles se battent pour le contrôle de cette région? Vous savez, ça vient d'être dit à l'instant, Nicole Pachinian, donc, qui a littéralement fait une faute politique puisqu'il s'est rapproché des États-Unis, donc pas de soutien russe. Ils se battent simplement pour deux raisons. La première, d'abord, c'est une question effectivement géographique. Il ne faut pas oublier que le Haut-Karabakh, le Haut-Plateau, ce qu'on appelle le Nagorno-Karabakh, est enclavé dans une région à majorité azérie. Donc c'est une des motivations qui fait que le territoire veut être repris par la force. Après, parce que effectivement, à chaque fois, ce sont des conquêtes, des guerres et des défaites qui conduisent à ce genre de situation un peu ubuesque. Chacun y va de son principe. Alors l'Arménie, qui est très vent debout par rapport à ça, elle ne se dit pas seulement qu'elle se bat contre les Azéris. Elle se dit qu'elle se bat aussi contre les Turcs, et c'est pas faux. Les Turcs sont en très mauvais termes avec les Arméniens, et que la Turquie alimente en armes, et ça a été dit tout à l'heure, alors on va les appeler mercenaires, mais c'est surtout les combattants syriens, donc les anciens djihadistes qui ont été renvoyés là-bas, c'est vrai, ça n'y a pas de problème. Donc elle a renforcé les besoins d'un pays qui n'était incapable, il y a encore 30 ans, de pouvoir reprendre par la force ce qu'il avait perdu en termes de souveraineté territoriale. La problématique, c'est qu'on aurait pu sortir par le haut de ce problème-là. Ça aurait pu être négocié, accepté, dans un principe un peu libanais d'ailleurs, parce que Michel est là, de se dire il y a une ethnie qui est dans le territoire, avec des droits, avec un régionalisme, tout comme en Ukraine, on aurait pu fédérer et éviter ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un rapport de force et un rapport de défiance. D'abord, le rapport de force, c'est d'abord politique, puis économique. Politique, parce que l'Arménie était soutenue par l'Occident de façon très ouverte, et paradoxalement, comme je le disais, par l'Iran, qui ne peut pas soutenir l'Azerbaïdjan, qui est soutenu par Israël. Vous imaginez, Israël qui en plus est un allié de la Turquie. Donc c'est vraiment un tableau très particulier qui est dressé là. Et de l'autre côté, une Arménie soutenue par les Russes à l'origine et maintenant par les Américains et les Iraniens. Quel tableau! Donc tout ça pour dire qu'il y a un rapport d'abord politique, de puissance politique. Donc l'Arménie a perdu de sa superbe en 30 ans. L'Azerbaïdjan, avec des alliances stratégiques bien menées, avec un pétrole et un gaz qui coule à flot, s'est renforcé militairement et donc il a les moyens et va reprendre tout le territoire parce que ce cessez-le-feu qui a eu lieu l'année dernière ne pouvait pas tenir, simplement parce qu'ils se disent nous allons reprendre une position de prestige. Nous n'acceptons pas la présence de ces gens sur notre territoire. Il va donc y avoir probablement, et c'est en train de se faire parce qu'il y a des centaines de réfugiés qui partent, une forme de nettoyage ethnique, ce qui est bien dommage. C'est des gens qui sont chez eux malgré tout, il faut le reconnaître. Et donc ce nettoyage ethnique doit conduire effectivement à une homogénéisation de la population et effectivement à obtenir un État encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, sachant que ça reste un État rentier, pétrolier et gazier. Très bien. Michel, vous avez commencé à en parler. Quel a été le rôle ou quelles ont été les influences de la guerre en Ukraine sur ce conflit dans le Haut-Karabakh? Écoutez, aujourd'hui, la Russie est vraiment focalisée sur la guerre en Ukraine, qui est vraiment le plus important pour sa sécurité en tant qu'État. Donc aujourd'hui, la Turquie essaie d'en profiter en créant des troupes donc, sur le front arménien, parce qu'elle sait que la Russie ne peut pas intervenir sur les deux fronts, ne peut pas ouvrir ces deux fronts, sachant que la Turquie a les moyens d'en ouvrir d'autres, puisque non seulement il y a les républiques, les ex-républiques soviétiques qui sont liées à la Turquie du type le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, mais il y a également des républiques autonomes au sein même de la Fédération de Russie qui ont des liens historiques et culturels et ethniques avec la Turquie, comme le Tatarstan, la Tchétchénie, le Daghestan. Et donc la Turquie a des moyens de créer des problèmes à la Russie en lui créant énormément de fronts en même temps. Donc malheureusement pour les Arméniens, la Russie, en fait, aujourd'hui, elle préfère sacrifier l'Arménie plutôt que d'ouvrir trop de fronts qu'elle ne pourrait pas faire face à elle seule.
Donc, et en même temps, donc on l'a dit, le Premier ministre arménien lui a tourné le dos. Moi, je ne crois pas au fait que les Américains soutiennent l'Arménie. Je pense que les Américains continuent à soutenir l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, mais ils utilisent le Premier ministre arménien pour affaiblir la Russie. Cela dit, les élections présidentielles américaines arrivent l'année prochaine et le vote arménien aux États-Unis est très important. Donc on serait pas, enfin, ce ne serait pas complètement stupide de penser que les Américains, enfin que Biden en fait, change encore une fois de politique et finalement fasse quelque chose en faveur réellement de l'Arménie et des Arméniens pour gagner le vote arménien. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la mobilisation des Arméniens à Erevan tous les jours, il y a des manifestations quotidiennes aux États-Unis même, et pour mettre la pression sur l'administration américaine. Donc il y a vraiment à tenir compte de cela. Maintenant, il faut également parler d'autre chose, c'est que la crainte de l'Arménie aujourd'hui, c'est de disparaître totalement. J'ai commencé à le dire avant avec le corridor de Zangezur, mais en fait, l'Arménie pense que si jamais le corridor tombe et que le Haut-Karabakh tombe et que la région même au sud de l'Arménie tombe, eh bien, l'Arménie se retrouverait comme une goutte au milieu de l'océan turco-azéri. Et donc, l'Arménie pense qu'aujourd'hui, les Arméniens pensent aujourd'hui qu'il y a un véritable risque de disparition totale de leur peuple. Et le grand problème de l'Arménie, on en revient à cela, c'est qu'elle est complètement isolée aujourd'hui. Son allié russe n'est plus vraiment un allié à cause du Premier ministre arménien, mais également à cause du conflit donc, en Ukraine. Et en même temps, l'Iran devient de plus en plus loin, puisque en fait les Russes et les Turcs et les Azéris essayent de couper la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Et donc, l'Occident, en fait, pour lequel l'Arménie avait toujours pensé qu'il y aurait cette religion en commun, le christianisme, mais également un peu l'histoire en commun, puisqu'il y a quand même 600 000 Arméniens, notamment en France, qui sont présents depuis en fait plusieurs siècles. Mais en fait, bon, malgré les belles paroles d'Emmanuel Macron il y a 2 jours à la télévision, il est très fort probable que l'Europe intervienne militairement en faveur des Arméniens, que ce soit à travers une intervention directe ou même à travers une fourniture d'armes, en raison justement des besoins énergétiques de l'Europe. En fait, vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, ils ont besoin du gaz azéri. Mais ce que l'Europe oublie, c'est que les Azéris sont obligés de vendre leur gaz à l'Europe. Et donc l'Europe aurait un levier pour pousser les Azéris à faire certaines concessions. Mais malheureusement, Madame Ursula von der Leyen ne pense pas à cela. L'Arménie est le dernier de ses soucis. Très bien, Michel. Gamel, un dernier commentaire peut-être, en particulier en ce qui concerne cette dernière offensive menée par l'armée de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Très simplement, très vite, donc Nicole Pachinian est isolé dans son pays et a fait un choix stratégique qui était une erreur, se rapprocher des États-Unis. Ilham Aliyev est quasiment extrêmement fraternel avec le Turc, donc Erdogan, qui lui a des besoins, et c'est très logique qu'il fasse cette guerre-là, des besoins énergétiques considérables. C'est un pays qui a besoin de s'étendre, qui a une croissance très soutenue, et donc le gaz et le pétrole qui se trouvent à l'Est, et il le sait, avec cette continuité du territoire, l'arrangerait. Donc tout le monde y trouve son compte. Le grand perdant de l'histoire sera forcément l'Arménie, parce que l'Arménie, malheureusement, n'a pas su gérer ses relations avec la Russie, a essayé la tentative américaine qui ne pouvait pas la soutenir pour des raisons simples, c'est que les États-Unis se sont retrouvés dans le même camp que la Russie, donc ça c'était pas possible, et encore moins dans le même camp que l'Iran. Donc aujourd'hui, il y a fort à parier que cette guerre soit largement remportée par l'Azerbaïdjan et qu'il y a un redécoupage de la région qui risque d'inquiéter l'Iran particulièrement, mais surtout le reste de la Russie. Très bien, merci Gamel. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Merci Gamel de nous avoir accompagnés. Merci. Je rappelle que vous êtes observateur des questions internationales. Merci beaucoup. J'étais également accompagné de Michel Fayad, analyste en géopolitique et en économie. Merci Michel de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce numéro. Vous l'aurez compris, l'imbroglio du Haut-Karabakh a de multiples ramifications. Excellente suite des programmes sur Al24 News.